Bonjour à tous, bonjour Victor Dixon. Bonjour. On est ravis d'être avec vous pour cette nouvelle saga Vampiria, la cour des ténèbres et la cour des miracles. Alors, en quelques mots, un pitch pour présenter la saga. Alors Vampiria, c'est une uchronie, donc c'est un genre de la science-fiction, l'uchronie, où l'histoire prend un cours différent de ce qu'on apprend dans les manuels. Et généralement, il y a un point de divergence qui, dans mon cas, est la mort de Louis XIV en 1715, si ce n'est qu'il n'est pas mort. Vous savez, Louis XIV, c'est le roi soleil, le roi autoritaire par excellence, qui a eu le plus long règne de l'histoire de France. Et je me suis dit que s'il avait trouvé le moyen de prolonger son règne au-delà de 1715 pour l'éternité, il l'aurait sans doute fait. Et voilà, c'est ce qui se passe dans Vampiria. Il devient le premier vampire de l'histoire, le vampire suprême. Les autres têtes couronnées d'Europe vont être vampirisées par Louis XIV. Et on a comme ça un gouvernement mondial de vampires qui va se créer. Et le monde va rester dans les conditions du XVIIe siècle, du grand siècle, jusqu'à aujourd'hui. L'histoire a lieu de nos jours, mais dans un monde, un temps qui est figé dans les conditions baroques et sous le joug des vampires. Voilà pour le contexte. Et on va suivre une héroïne, donc Jeanne, qui vient d'Auvergne, dans une région à peu près préservée des vampires, et qui va se retrouver par un concours de circonstances catapultée à la cour de Versailles, là où sont rassemblés tous les immortels, sous une fausse identité de noble. Et elle va avoir une vengeance à assouvir, qui la brûle, qui lui dévore les entrailles. Et donc elle va être comme un boulet de canon dans ce monde figé des vampires. Voilà, c'est l'histoire de Vampiria, en tout cas du premier tome, La Cour des Ténèbres. Est-ce que c'est la nuit que vous est venue l'idée de cette saga? Oui, alors j'écris beaucoup la nuit. Les lecteurs qui me connaissent un peu savent que c'est mon terrain de jeu, mon territoire d'écriture. Quand j'étais ado, je faisais beaucoup d'insomnie. J'ai fait un certain nombre d'ailleurs de nuits en clinique du sommeil pour essayer de voir ce qui allait pas. Bon, on n'a pas vraiment trouvé, mais je me suis dit à l'âge adulte, à l'orée de l'âge adulte, que finalement j'allais utiliser ce temps de la nuit que j'avais en plus pour lire déjà, parce qu'on n'en lit jamais assez, et puis surtout pour écrire. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, Le cas de Jack Spark, qui est l'histoire d'un adolescent insomniaque. On met toujours beaucoup de soi dans un premier roman. Et puis depuis, c'est devenu ma routine. Voilà, toutes les nuits, j'écris. Ce qui, je pense, se ressent un peu peut-être dans mes romans, dans les ambiances nocturnes, que ce soit l'espace du côté de Phobos ou là le nocturne baroque vampirique pour Vampiria. Et en quoi, vous avez dit que c'était une uchronie, en quoi est-ce que cette uchronie parle du monde d'aujourd'hui? Alors quand j'écris des romans, et surtout des romans de fantasy, parce que j'ai deux vraiment, on va dire, sources à mon imaginaire. Il y a la science-fiction d'une part, qui est vraiment inspirée là, par des sujets d'actualité, et j'essaye de me projeter dans le futur pour voir ce que ça pourrait donner, que ce soit la conquête spatiale, effectivement, dans Phobos, l'intelligence artificielle dans Cogito, l'urgence écologique dans Extincta. En revanche, la fantasy, qui est la deuxième partie de mon inspiration, je pense à Animal et à Vampiria, ça va moins être des questions d'actualité qui me stimulent que des rêveries, des envies d'ambiance, d'esthétique, comme ça. Et depuis très longtemps, j'avais envie d'écrire sur Versailles. J'y ai passé une partie de ma jeunesse et je suis fasciné depuis toujours par Versailles, par le château aussi. Et puis j'avais envie d'écrire sur les vampires, parce qu'il y a un grand coup de cœur de mon adolescence de lecteur, c'est la littérature vampirique, les grands classiques, Bram Stoker, Sheridan Le Fanu et bien sûr Anne Rice, les chroniques de vampires que j'ai dévorées. Donc voilà, c'était ça vraiment l'inspiration. Mais je fais cette grande diversion pour atterrir sur votre question. Le rapport à l'actualité, il est venu peut-être au cours de l'écriture. Ce n'était pas un projet que j'avais. Mais en écrivant, je me suis rendu compte que cette uchronie, elle parlait aussi un peu de notre présent. Et des aspirations, je dirais, de la jeunesse à exister, à s'inventer un avenir. Je crois qu'on a aujourd'hui une jeunesse qui a l'impression que toutes les perspectives sont bouchées. Notamment du point de vue environnemental, du point de vue des perspectives de l'emploi, du point de vue du monde que leur ont légué les adultes. Et d'ailleurs, les adultes ne lèguent pas vraiment. Il y a la classe dominante qui garde le pouvoir. Et c'est d'ailleurs assez symptomatique quand on voit que les grands mouvements écologiques aujourd'hui sont menés par des ados. Je pense à Greta Thunberg. Donc c'est vraiment une jeunesse comme ça qui a envie de faire bouger les codes, de faire sauter les carcans et d'exister tout simplement. Et finalement, la trajectoire de Jeanne, mon héroïne, c'est certes une trajectoire pour la survie, pour la vengeance, mais plus généralement, elle est emblématique de toute une génération qui n'en peut plus là depuis 300 ans et qui a vraiment envie d'exister et de s'inventer un avenir. Oui, on sent, enfin, c'est assez flagrant finalement quand on lit ce parallèle entre la jeunesse d'aujourd'hui qui a envie un peu de faire exploser les lignes. Est-ce que du coup, vous avez l'impression que le message politique, c'est quelque chose qui vous rattrape toujours dans ce que vous écrivez? Peut-être à mon corps défendant, parce qu'une fois encore, j'essaye de ne pas faire des romans à thèse, de ne pas avoir un message et surtout d'avoir des grandes envies d'imaginaire, de partir. Mais la politique, alors c'est Aristote qui disait que l'homme est un animal politique par nature.
et enfin l'être humain, et je pense qu'effectivement on a un côté politique en nous. Et quand on fait de la fantaisie historique, ce qui est le cas de Vampiria, forcément on touche à la politique, parce que je me suis replongé dans le contexte géopolitique de l'époque. Il y avait la France, Louis XIV qui essayait vraiment de rayonner, de s'étendre, et puis il était très critiqué partout en Europe. Il y avait l'enjeu des Amériques, qui était partagé à l'époque entre l'Espagne, la France, l'Angleterre. Et dans mon uchronie, en fait, tout est resté, les équilibres politiques sont restés les mêmes 300 ans après. Donc forcément, je me pose plein de questions. On a là l'Angleterre qui commence à ruer dans les brancards, qui a envie de prendre son autonomie par rapport au roi Soleil, qui est devenu le roi des ténèbres. Et puis on a les Amériques, qui est un grand territoire de rêve pour mes personnages en Europe, qui sont enfermés dans cette vieille Europe, vraiment sous le joug des vampires, qui sont saignés régulièrement pour nourrir les seigneurs de la nuit, comme on les appelle. Et ils rêvent tous des Amériques. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette uchronie, comme je vous le disais, on est dans les conditions baroques, mais j'essaye par moments de faire surgir des petites notes de modernité, comme si le futur essayait quand même d'advenir. Alors comme ça, on a des références à la toile de Nîmes, le blue jeans, on a une héroïne qui utilise de la gomme à mâcher venue des Amériques, donc le chewing-gum, et voilà, plein de petites notes anachroniques comme ça qui vont être de plus en plus importantes au fil des tomes. Souvent, je cite parmi mes inspirations ce film de Sofia Coppola. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Marie-Antoinette. Oui. Voilà, je trouve qu'elle a bien joué justement le côté historique et puis un traitement moderne. Et il y a notamment un plan quand Marie-Antoinette, donc Kirsten Dunst, elle arrive à Versailles, il y a toutes les robes, les chapeaux, et puis elle visite sa garde-robe et elle voit toutes les chaussures qui défilent, les chaussures baroques à talons. Et tout d'un coup, il y a un plan mais hyper rapide d'une demi-seconde sur une paire de baskets. Je crois que c'est des Converse. Alors on ne voit pas ça forcément à la première vision du film, mais ça, on le voit après. Et voilà, c'est le genre de petite pique comme ça uchronique que j'avais envie de mettre dans le récit. Et vos lecteurs qui sont plutôt habitués à des voyages dans le futur, justement, est-ce que vous espérez leur donner envie de se plonger dans l'histoire? Est-ce que vous avez eu peur de les déstabiliser? Il y a toujours un petit frisson, effectivement, quand on commence une nouvelle série, une nouvelle histoire, de savoir si les lecteurs nous suivront. Mais en fait, j'écoute d'abord mon désir d'auteur et j'aime bien me surprendre, aller dans des territoires où je ne suis pas encore allé et puis du coup surprendre les lecteurs et j'espère qu'ils me suivent. Mais finalement, ce frisson, il est plutôt bénéfique. Je dirais, moi, ça aiguillonne ma créativité. Le fait d'être un peu en dehors de ma zone de confort, de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait, bah voilà, ça m'inquiète un peu, mais en même temps, ça m'inspire surtout. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'esthétique de cette époque Presque tout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une époque où la France a vraiment rayonné dans le monde et dans l'Europe. Et puis c'est une époque de rêve et en fait d'avenir. On pensait beaucoup à l'avenir au XVIIe siècle. Moi, un exemple, c'est vraiment le château de Versailles. C'est-à-dire que c'est le rêve d'un homme, d'un être humain, Louis XIV, qui était au milieu d'un marécage, il n'y avait rien. Et puis tout d'un coup, il y a ce château qui a surgi, c'est l'œuvre d'une vie. Et aujourd'hui encore, vous dites Versailles, et partout dans le monde, les yeux des gens s'illuminent. C'est comme si ce rêve était toujours aussi vivant. Et puis c'est au grand siècle qu'on a inventé énormément de choses dont on bénéficie encore aujourd'hui. La culture de l'art de vivre à la française, la gastronomie, les arts, tout ça, ça date de cette époque. Donc c'est une époque, c'est un feu d'artifice de créativité, de beauté, d'art. Je trouve ça fascinant. Et puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une ambivalence. C'est-à-dire que le grand siècle qu'on apprend dans les livres d'histoire, c'est certes les ors de Versailles, le côté magnifique, mais il y a toute une légende noire du grand siècle qu'on connaît moins. Il faut savoir que c'est au XVIIe siècle qu'on a le plus, par exemple, pratiqué la sorcellerie dans les rues de Paris. L'affaire des poisons. Il y a comme une résurgence comme ça de l'irrationnel, de la pensée magique qui vient se heurter à la modernité. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé d'explorer dans Vampiria. C'est vraiment voilà, une époque que je trouve fascinante, à la fois par sa beauté et par ses contradictions aussi. Et vous qui êtes traduit à l'étranger, est-ce que vous sentez que les Américains, par exemple, ils ont une appétence pour cette époque-là Oui, je pense que les Américains en particulier sont fascinés par la France, en tout cas certains d'entre eux. Et il n'y a pas que la Tour Eiffel, effectivement. Il n'y a pas que Emily in Paris. Il y a aussi Versailles. Quand je parlais tout à l'heure de ce mot qui fait briller les yeux des gens, j'ai eu la chance de vivre en Asie et maintenant aux États-Unis, et que ce soit en Asie ou aux États-Unis, Versailles, ça évoque tout de suite des images. Ça évoque des images de la France et puis d'un passé un peu mythique comme ça. Je pense que Versailles, ça parle partout et aux États-Unis en particulier.
Et dans la Cour des Miracles, vous explorez aussi Paris et les bas-fonds de Paris, peut-être, on pourrait dire. Comment vous avez étudié? Est-ce que c'est... Alors j'ai vécu moi-même à Paris, d'ailleurs dans ce coin-là, là où est la boutique, pendant 10 ans. Avant de partir à l'étranger, puis j'avais vécu un peu à l'étranger avant aussi. Donc j'ai puisé beaucoup dans mes souvenirs. Et puis c'est passionnant hein, de regarder, d'étudier l'histoire de Paris, les rues. La Cour des Miracles, elle a vraiment existé. C'était là où tous les bandits se retrouvaient, les mendiants qui venaient de la France entière. Il y a d'ailleurs eu plusieurs Cours des Miracles à Paris. La principale, elle était vraiment là où on est aujourd'hui, dans ce coin. Et il y a des rues qui gardent en fait la mémoire de cela. Hein. La toponymie, c'est très intéressant. La rue de la Grande Truanderie, qui est pas loin d'ici, c'était vraiment le siège de la Cour des Miracles, qui justement a été dissoute pour la première fois sous Louis XIV. C'était à peu près à la même époque que l'affaire des poisons. Le premier lieutenant de police de la ville de Paris, de Larigny, a percé comme ça la Cour des Miracles. Elle s'est reformée après plusieurs fois. Voilà, donc je me suis basé sur mes souvenirs, sur des recherches. Et c'est vrai que dans la série Vampiria, chaque histoire, je la mets dans un théâtre, dans un lieu différent. J'essaye d'emmener mes personnages dans un endroit différent et de m'imprégner complètement de l'atmosphère de ce lieu. C'est Versailles dans le premier tome, la Cour des Ténèbres, Paris donc dans la Cour des Miracles. Et là, je suis déjà en train d'écrire le troisième, qui est dans un autre lieu, mais alors j'aime bien garder mes effets. Et puis une fois encore, la surprise, je trouve que c'est tellement agréable en littérature. Et ces livres, c'est aussi pour vous l'occasion de retrouver vos lecteurs de France Loisirs. Est-ce que là, aujourd'hui, on est donc en dédicace à la boutique de Paris-Rivoli. Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous sentez un lien particulier avec ces lecteurs? Oui, parce que ce sont des lecteurs et des lectrices particulièrement fidèles chez France Loisirs et je m'en rends compte dans les rencontres et également sur les réseaux sociaux qui nous ont bien servi quand même pendant la pandémie pour garder le lien. Je sais qu'ils et elles me suivent et c'est un plaisir de les retrouver en dédicace, d'échanger. Il y a toujours un peu plus de temps d'ailleurs en librairie par rapport au festival pour échanger. Et ça avait beaucoup manqué pendant 1 an et demi, donc c'est super que ça reprenne. Justement, vous parlez de la pandémie, est-ce que ça peut être un sujet d'inspiration pour vous? J'imagine. Il se trouve que le deuxième tome, la Cour des Miracles, je l'ai écrit vraiment pendant la pandémie. Et je pense que ça se ressent parce qu'on est dans un Paris confiné, mais confiné non pas depuis quelques mois, mais depuis 3 siècles, entouré de murailles, avec un couvre-feu d'ailleurs très strict qui est imposé par les vampires à la population mortelle. Donc il y a ce côté un peu claustration et avec mon héroïne Jeanne, on essaye de trouver une porte de sortie, vraiment une course pour s'échapper. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a tous ressenti pendant cette pandémie. Ça résonne, je pense que les conditions de création d'une œuvre et d'un roman, elles s'inscrivent toujours un peu dans le roman lui-même, qu'on le veuille ou pas, quoi. Et qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant cette période qui n'est pas vraiment finie, mais qui commence petit à petit à changer? Alors c'est vrai qu'on dit que les auteurs sont tous un peu confinés toute l'année, quelque ce qui est pandémie ou pas. C'est un peu vrai, c'est un métier très solitaire, on est chez soi pendant des heures comme ça, complètement perdu dans ses pensées, on sort pas, on ferme les fenêtres pour se concentrer. Et puis il y a quand même ces bulles de respiration dans la vie d'un auteur qui sont les rencontres avec le public, en festival, en librairie. Et pour moi c'est très important parce que c'est vraiment un mouvement de balancier entre la solitude de l'écriture et le retour de lecture, l'échange, et puis ça donne un sens à l'écriture. On sait pour qui on écrit, on sait pourquoi on écrit, c'est très inspirant. Et ça, vraiment, ça m'a manqué pendant 1 an et demi. Alors certes, il y avait les réseaux sociaux qui aident quand même à garder le lien, mais rien ne remplace la rencontre en réel. Merci beaucoup. Pour finir, juste un petit mot à vos lecteurs et lectrices. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui chez France Loisirs, et puis d'être là plus généralement dans la saga Vampiria, me suivre dans l'exploration de ce monde dangereux. Vous êtes courageux si vous me suivez avec Jeanne, et j'ai envie d'aller très loin dans ce monde et de vous emmener également très loin. Merci beaucoup Victor. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Au revoir.